Bernard Deveau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le spécialiste français des tortues, hein. Vous avez fait le tour du monde des tortues, vous avez créé plusieurs villages, dont celui dans le Var qu'on connaît tous, et vous êtes auteur chez Delachaux et Nestlé d'un livre passionnant, franchement, La vie secrète des tortues, où on en découvre, parce qu'en fait, finalement, on a toujours l'image de la tortue, symbole de la sagesse avec La Fontaine, mais c'est bien plus que ça. Elle est là depuis 220 millions d'années, donc elle a été obligée, finalement, elle a survécu à des extinctions, elle a toujours survécu, donc elle a réussi grâce à une adaptabilité incroyable. Voilà. Or, c'est quand même la définition de l'intelligence, une des définitions d'intelligence. Alors, on va démarrer par une des premières traits d'intelligence qu'on voit tout de suite, c'est sa morphologie. Elle est capable de changer son corps, finalement, pour s'adapter à ce qui l'entoure. Et, par exemple, pour se protéger, elle a tout simplement fabriqué une boîte pour la protéger, la carapace. C'est le premier reptile qui a imaginé d'étendre ses côtes pour se former une petite voûte calcaire au-dessus d'elle. Et en effet, c'est le seul animal qui, depuis 220 millions d'années, résiste à toutes sortes de prédateurs et de conditions difficiles. Cette carapace, elle est très pratique, mais parfois, elle peut gêner pour des animaux qui vivent dans la boue des grands fleuves, par exemple. Et à ce moment-là, elle est capable de modifier sa carapace. Oui. C'est-à-dire que sa carapace va devenir molle. Par exemple, quand on parle des tortues molles, les gens pensent qu'elles n'ont plus de carapace, hein, mais pas du tout. En fait, elles sont recouvertes d'une sorte de cuir ou de peau très souple, mais en dessous, il reste des nodules osseux qui sont les restes de la première carapace. Donc une tortue molle, elle a quand même une carapace dessous, mais ça lui permet de vivre dans la vase des grands fleuves, dans le Mékong par exemple, et de ne pas être handicapée par cette boîte osseuse sur le dos. Donc elle s'est adaptée, là aussi, à son milieu. Alors, autre adaptation, c'est le cou. Certaines ont développé un immense cou pour soit se protéger, soit pour pêcher, tout simplement. Oui. En fait, ce sont les tortues de l'hémisphère austral qui font partie d'un sous-ordre des tortues dont le cou ne se rétracte pas comme nos tortues françaises, mais dont le cou se balance à droite et à gauche. Et alors, au fur et à mesure de l'évolution, en Australie par exemple, eh bien, comme il n'y avait plus de gros prédateurs, leur cou s'est allongé, à tel point qu'il y a des tortues qui ont un cou plus grand que leur carapace. Hein. Et à quoi sert ce cou? Eh bien, elles se mettent au fond d'un petit marigot, comme ça, dans la boue. Leur carapace est recouverte en général de mousse et d'algues. Et c'est leur cou qui ondule comme cela. Hein. Et quand un petit poisson passe, eh bien, elles agissent comme un serpent, c'est-à-dire que leur cou, pof, chope rapidement le batracien ou l'alevin qui passe, chose que ne font pas, évidemment, nos tortues d'Hermann en France. Hein. Vous voyez, donc c'est une adaptation remarquable. Vous disiez que là, leur carapace était recouverte d'herbe. Alors, le camouflage des carapaces, c'est incroyable. Il y en a une, qui est recouverte d'herbe, et il y en a même une que vous appelez la tortue détritus. Oui. En fait, le seul inconvénient des tortues, c'est qu'elles sont assez lentes. Et qu'elles ont quand même beaucoup de prédateurs. Donc il a fallu qu'elles imaginent toutes sortes de choses pour passer inaperçues. Et donc elles sont devenues, mais alors, expertes en camouflage. Elles prennent les couleurs des milieux où elles vivent, etc. Et alors là, vous parlez de cette extraordinaire tortue qu'on appelle la tortue détritus. Elle vit entre autres en Guyane française. Et alors, son cou, d'abord, s'est aplati, sa tête s'est aplatie, à tel point qu'elle ressemble à la feuille d'une plante qui vit là-bas, qui s'appelle le moukou-moukou. Donc, elle a une tête qui ne ressemble qu'à une feuille, mais pas du tout à une tortue. Et sur son cou, il y a toutes sortes d'excroissances qui ont poussé, des bourgeons, des filaments, qui font qu'on dirait une plante, on dirait pas un animal vivant. Hein, il y a des animaux aussi, des hippocampes en Australie, qui se sont camouflés comme cela. Eh bien, cette tortue, quand elle est au fond d'un petit marigot, c'est pareil, on ne la voit plus. Et alors, la pauvre petite bête qui passe,
passe, elle est prise par surprise. Voilà. Alors dans le genre, il y en a une qui ressemble un peu à un film d'horreur quand même, dans le genre stratégie, c'est la tortue Alligator. Alligator. Oh, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Alligator. Elle aussi, elle a inventé encore une chose extraordinaire. Elle est un peu paresseuse, cette tortue, et elle est très lourde. Elle vit en Amérique du Nord et elle peut atteindre 150 kilos. Donc, elle n'a pas envie, elle, de courir rapidement pour attraper ses proies. Alors, qu'est-ce qu'elle a inventé? Eh bien, d'abord, elle a une gueule démesurée. Hein, les plus grosses font une gueule comme ça. Avec une mâchoire hyper puissante. Mâchoire super puissante, des becs puissants. Et alors, elle s'immobilise comme ça au fond de l'eau. Elle ouvre sa bouche et elle attend longtemps. Mais comment les proies vont être capturées? Eh bien, au milieu de sa bouche, la nature lui a développé un petit filament rose qui ondule exactement comme un appât. Et c'est une partie organique de son corps. Hein. Alors évidemment, un poisson qui passe, il voit cet appât qui bouge. Il arrive et en une seconde, dirais-je, la proie est avalée. C'est la seule tortue qui ait développé ce piège vivant, quoi. C'est prodigieux. Moi, j'admire, évidemment. Je suis fasciné, vous le savez, par les tortues. Hein. Voilà, voilà. Il y en a une autre qui est fascinante et qui a l'air plus gentille, quoi, que c'est pas une question de méchanceté ou de gentillesse. C'est la tortue crêpe. Oui, oui. Alors, en fait, ce sont les Anglais qui l'appellent la pancake tortoise, tout simplement parce qu'elle est très plate. Mais à tel point qu'on dirait que sa carapace est passée sous un camion. Parce que une tortue grande comme ça, elle a une carapace qui fait 4 cm. Hein. Donc, pourquoi elle est comme ça? Eh bien, elle vit en Tanzanie. Et en Tanzanie, vous avez des gros animaux partout qui peuvent l'écraser et tout ça. Et le seul endroit où elle a pu se cacher, c'était des amoncellements de grandes pierres qu'on appelle les cobbles. Et ça fait des plaques comme ça, avec des petits interstices entre les plaques. Et donc, au fil des millénaires, on peut le dire, elle a diminué l'épaisseur de son corps est devenu un peu mou, et comme ça, elle peut se glisser entre les plaques rocheuses, et elle échappe aux pattes des lionnes ou des hyènes, et elle est devenue comme une crêpe un petit peu. C'est étonnant à voir. Alors, il y a quand même un inconvénient, c'est que comme elle est très, très plate, elle ne peut pondre qu'un seul œuf à la fois. Donc ça compromet un petit peu sa survie. C'est un peu un problème là. Ça, c'est clair. Mais pour l'instant, il y en a encore beaucoup en Tanzanie. Voilà. Parmi les autres qualités aussi des tortues, c'est qu'elles sont capables parfois de ne pas boire quand il y a un problème de sécheresse. Ouais. Oui. En fait, bon, elles n'ont pas un système comme nous, les mammifères, il faut qu'on boive beaucoup, qu'on mange beaucoup tout le temps. Hein. On a une énergie permanente. Tandis que les tortues, elles sont capables donc de réduire leur métabolisme. Et pour cela, elles sont capables de ne pas manger pendant 3-4 mois et de ne pas boire également pendant 3-4 mois. C'est ce qui se passe pendant l'hibernation. Mais de temps en temps, vous avez une tortue qui va tomber dans un creux sous une maison en construction, par exemple. On va la retrouver 3 mois après, eh bien, elle a survécu tout à fait avec la simple humidité du sol. Elle a réussi à réduire complètement ses besoins hydriques. Elle ne sue pas, la tortue, évidemment, et son urine, c'est de la poudre. Elle ne excrète que de l'urée, donc elle ne perd pas d'eau non plus, là. Et elle arrive donc à vivre pendant 3 mois sans boire du tout. Incroyable. Phénoménal, quoi. Ah oui. Vous nous avez parlé du camouflage et de la façon incroyable dont elle se transforme pour se cacher. Oui. Alors là aussi, on a toujours l'impression que la tortue, c'est gris. C'est un peu l'image qu'on en a en France. En fait, pas du tout. Il y a presque toutes les couleurs. Alors vous avez par exemple la cistude au point jaune. Oui. C'est intéressant celle-là parce que c'est la seule tortue d'eau qui vive dans le milieu de la France, hein, la cistude, on l'appelle. En fait, toutes les tortues ont pris des couleurs pour s'adapter au milieu où elles se trouvaient. Il y a toujours une raison. Et la cistude, je me suis longtemps demandé pourquoi elle était olivâtre, un peu noir olivâtre, et elle avait plein de petits points jaunes comme ça, très jolis. Hein. Pourquoi ? Et puis un jour, dans un ruisseau de Provence, voilà, ce jour-là j'ai compris, les tortues étaient sur un rocher, elles se sont mises dans l'eau, et je ne les voyais plus. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le soleil qui, sur le cours d'eau, faisait un petit scintillement de points jaunes comme ça. Et en fait, la tortue, elle a pris
Ça lui est venu par adaptation, vous savez, hasardeuse, hein, probablement, mais elle a pris cet aspect scintillant du soleil sur l'eau, et elle se confond comme ça avec son milieu. Ouais. Comme la tortue du Sahel qui a pris, là aussi vous racontez que vous avez découvert qu'en fait elle avait pris la couleur du sable. Ah oui, là c'est le contraire, elle n'a pas de couleur. Alors on me demande toujours, pourquoi elle est uniformément jaune? Parce qu'elle vit dans les sables au nord du Sahara, enfin au nord du Sénégal, qui sont uniformément jaunes. Elle a pris la couleur exacte du milieu où elle vit. Elles ont une science du camouflage extraordinaire. Incroyable. Vraiment, oui. Il y en a une qui est assez magnifique, c'est celle que vous appelez la tortue léopard. Oui. Elle est incroyable. Alors, quand on parle de tortue léopard, il y a toujours des enfants qui disent « Oh, elle est dangereuse !» Non, on l'appelle comme ça parce qu'elle a une robe un peu crème, avec des points noirs irréguliers, comme ça, jetés un peu comme des cailloux un peu. Et là encore, c'est en allant en Éthiopie un jour que je me suis rendu compte pourquoi. Je me suis retrouvé près, là-bas, au fond de l'Éthiopie, et c'était un terrain latéritique, où il y avait eu des volcans autrefois, et il y a un paysan qui m'emmène voir les tortues. Il me dit, là, il y en a une. Je ne la voyais pas. Alors je m'approche et en effet, le sol, il était de couleur sablonneuse crème et il y avait partout sur le sol des petits restes de cendres météoriques, des volcans, etc., qui faisaient des petits points noirs comme ça. C'était exactement la couleur de la tortue. Elle se confondait, là encore, avec son milieu. Ah oui, c'est phénoménal. Oui. Alors il y en a qui vont encore plus loin, elles ne se confondent pas, elles inventent d'autres stratégies, comme la tortue qui a des yeux sur la tête, pour faire peur aux prédateurs. Alors ça, on connaît ça chez les papillons, par exemple, mais c'est une unique tortue qui vit en Chine, la Quadriocellata, on l'appelle, c'est-à-dire 4 ocelles, et effectivement, sur son crâne, elle a 3 ocelles, comme certaines tortues, c'est-à-dire des ronds, mais ces ronds ressemblent exactement à un œil, c'est-à-dire qu'il y a un tour noir, ensuite il y a une espèce d'iris jaune, avec un point noir au centre. On dirait qu'il y a un peintre qui lui a peint 4 yeux comme ça sur le crâne. Dans quel but? Pour moi, c'est uniquement pour effrayer des prédateurs éventuellement. Parce qu'on sait bien que les yeux comme ça peut faire reculer certains animaux. Voilà. Alors, est-ce que la tortue clown, c'est pour faire rire les prédateurs? Oui. Alors la tortue clown, ça aussi c'est... Non, là c'est pour... incroyable aussi. C'est pour séduire sa belle. Parce que c'est souvent les mâles qui prennent des couleurs. Contrairement, n'est-ce pas, à l'espèce humaine, chez les tortues, c'est surtout les mâles qui sont très jolis comme ça. Les femelles sont plus discrètes. Oui, c'est vrai, souvent. Alors là, c'est une tortue qui vit en Malaisie, et là-bas, il fait très chaud, et il y a de la brume toujours dans la forêt. Il y a tellement de brume que les animaux se voient mal. Et donc, le mâle, il s'est dit, pour me faire voir, il faut que je prenne une couleur resplendissante. Alors, au moment de la parade sexuelle, 3 mois par an, eh bien, d'un seul coup, sa tête devient grossie et devient toute blanche. Il faut imaginer un gros litchi, un blanc très lumineux. Et sur le crâne, il y a un triangle rouge vif. Et sur son dos, il y a une sorte de dessin noir sur le fond clair qui ressemble à un trident. Donc cet animal-là, à 20 mètres, on le voit. Et du coup, les femelles, apparemment, sont attirées par ces couleurs flamboyantes. Et quand ils se sont accouplés, les couleurs disparaissent. Alors, étonnant. Je vous propose de finir cette jolie galerie de portraits par la star, la tortue étoilée. Oui, d'autant que c'est celle que je préfère, parce que ce qu'on appelle la tortue étoilée, c'est la tortue de Madagascar. Alors, en fait, elle a un double nom étoilé, elle s'appelle Astrochelys radiata, c'est-à-dire, vous voyez, ça fait des astres et des rayons. C'est une tortue qui vit dans la savane malgache, qui est très sèche, en fait. Et il se trouve que à une époque de l'année, les petits acacias laissent tomber des petites feuilles allongées comme ça sur le sol qui est brun-noir, et ces petites feuilles sont jaunes dorées.
Eh bien, cette tortue, elle a pris la même couleur, c'est-à-dire que sa grande robe, elles sont grandes comme ça à peu près. Sa robe en général est à peu près marron noirâtre, et vous avez des rayons lumineux, des étoiles lumineuses on dirait qu'elles ont été peintes à la main par un artiste. Et évidemment, cet animal-là, quand on la met sur un plancher ordinaire, il va choquer par ses couleurs. Mais là-bas, dans son milieu, eh bien, lui aussi, on ne le voit plus. Cette tortue a la couleur du milieu où elle vit, et c'est pour ça qu'on l'appelle la tortue rayonnée, parce qu'elle a des rayons jaunes. Elle est magnifique, magnifique, oui. Elles sont très surprenantes, toutes ces tortues, et on a toujours l'impression que les tortues vivent seules. C'est l'image qu'on a. En fait, c'est faux. Il y en a qui vivent en famille, il y en a qui se regroupent. Oui. Parfois, il y a des milliers de tortues qui se retrouvent. Finalement, il y a une vraie vie sociale. Ah oui, oui. En fait, ça c'est très... ça dépend des espèces. En général, je dis toujours qu'une tortue est plutôt solitaire. Mais il y a des types de tortues, dont les fameuses tortues marines, bien entendu, qui se regroupent par milliers pour pondre ensemble sur les plages du Pacifique. On appelle ça des arribadas d'ailleurs. La dernière que j'ai vue, c'était au Mexique. Et il y a eu 300 000 tortues marines olivâtres qui sont venues pendant 8 jours. 300 000. Et alors, on me dit parfois, mais les tortues de terre, ça ne vit pas en groupe. Eh si, sur Aldabra, entre autres, et puis au Galapagos. Ce sont des tortues qui ont pris l'habitude d'être en famille ou même en groupe important, à tel point qu'elles sont devenues un peu comme des clones d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles font toutes la même chose au même moment. Alors pourquoi ? Eh bien, ça minimise les risques de mortalité, parce que elles mangent aux mêmes endroits, elles boivent aux mêmes endroits, elles se cachent le midi sous les mêmes grands arbres pour résister à la chaleur, et cela fait qu'il y a rarement des tortues qui meurent toutes seules. Le groupe, si vous voulez, assure une meilleure survie de l'ensemble de ces tortues-là. Et ça, c'est sur Aldabra, c'est un endroit merveilleux dans l'océan Indien que j'admire et où je suis souvent allé. Et pour moi, c'est mon petit paradis là-bas. Oui. Oui, vous appelez ça d'ailleurs carrément un laboratoire pour observer les tortues. C'est un laboratoire vivant d'observation des tortues. À Malabar, d'ailleurs, elles vivent carrément en famille. Hein, c'est ce que oui, il y a 2 îlets là-bas, séparés de 15 km, et on constate 2 adaptations différentes. C'est-à-dire, sur Malabar, il y a très très peu de protection contre le soleil, et il y a très peu à manger. Seulement des prairies avec une herbe très courte. Et donc, elles vivent en groupe. Elles sont 80 000 là, sur quelques kilomètres carrés, c'est prodigieux. Elles font toutes les mêmes choses au même moment. Donc. Et elles se cachent entre 11h30 et 16h. Elles se cachent sous des grands arbres qu'on appelle les Guettarda speciosa. Et là, elles font la sieste pendant 4 heures pour se protéger du soleil. Bon, ça c'est un mode de vie qui leur assure donc une grande sécurité, mais du coup, elles ne grossissent pas beaucoup et elles restent un peu néoténiques, ce qu'on appelle, c'est-à-dire adolescentes. Et elles ne dépassent pas 50 kilos. Alors que dans le petit îlot qui est à côté, il y a des grandes végétations, des phyllaos, avec beaucoup d'ombre, et sur le sol, de la litière et beaucoup à manger. Eh bien, ces tortues-là, elles ont repris le mode de vie des autres tortues d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elles vivent en petite famille, elles mangent beaucoup, elles n'ont pas besoin de s'abriter puisque les arbres les abritent, et elles vont vivre beaucoup plus longtemps que celles de grandes terres, et elles vont atteindre des poids de 80 à 100 kilos. Donc, on peut le voir même aujourd'hui, l'adaptation joue sur les animaux très rapidement, et à 15 km de distance, on constate deux types d'adaptations différentes sur la même espèce. Donc pour moi, c'est un laboratoire et c'est une merveille de la nature. Oui. Autre laboratoire, c'est les Galapagos, qui a d'ailleurs fasciné Darwin. Darwin, une fois de plus. Darwin s'est passionné pour ces... C'est d'ailleurs Darwin qui a pigé le premier combien
les animaux pouvaient s'adapter à un milieu, et d'où le bon principe de la survie du plus apte. Hein. Et il l'a surtout décrit sur les pinsons. Les pinsons, ils ont des becs plus ou moins prononcés selon ce qu'ils mangent. Et puis, un jour, il s'est aperçu que c'était la même chose sur les tortues, c'est-à-dire que sur 2 îles qui étaient à peine distantes de 10 km, vous aviez des tortues classiques avec la carapace basse, la tête basse, qui marchait comme ça sur le sol pour manger des herbes, et sur d'autres îles, vous aviez des tortues avec un cou immense, dressé comme ça, une carapace qui se dressait comme ça, ouverte à l'avant, et on appelle cela en selle de cheval. Alors pourquoi celles-ci, elles sont comme ça? Eh bien, sur ces îles-là, il n'y avait pas d'herbe sur le sol pour manger, c'était trop sec. Par contre, il y avait des herbes, des feuilles intéressantes, mais dans des petits arbustes assez hauts, à 1,20 m de hauteur. Alors la tortue, petit à petit, elle a dressé son cou, elle a dressé ses pattes avant, elle a modifié sa carapace pour laisser passer son cou, et elle a pris une forme absolument différente des tortues classiques. Et Darwin l'avait remarqué, il avait dit, c'est quand même curieux cette diversité de la même espèce sur 2 îles différentes, ça doit dépendre de l'environnement et du mode de vie et de leur alimentation. Mais il a surtout développé ça ensuite sur les pinsons. Voilà. Alors vous avez bien dit que les tortues pouvaient vivre en communauté et elles communiquent. Oui. Et alors j'aimerais bien que vous nous fassiez écouter un enregistrement incroyable d'un mâle en pleine jouissance. Ah. Il parle beaucoup. Oui. Enfin, oui. Il s'exprime beaucoup. Oui, et là encore, c'est plutôt les mâles parce qu'ils veulent en fait éloigner des concurrents. Donc ils émettent des sons. Mais par exemple, vous faites la tortue d'Hermann. Hein, la tortue d'Hermann, elle fait... Vous voyez, au mois d'avril. Et on les entend comme ça parce qu'il veut signaler qu'il est occupé. Et si un autre mâle il approche, c'est la bagarre. Mais en effet, il y a on les appelle les Manouria emis en Indonésie, là-bas, qui émettent des vocalises. Non seulement le mâle, il émet des chants, mais là je ne peux pas vous les faire, mais on les a en enregistrement, mais la femelle, elle répond. Et il y a une sorte de... Oui, moi je dirais de conversation amoureuse. C'est-à-dire que le mâle, il a l'air de dire « Alors, tu veux bien ?» Et elle « Bon, pas tout de suite. » Alors « Mais si, mais si. » Alors finalement « Oui, bon, allez, on y va. » Et ils se répondent tous les deux. Donc il y a une vraie communication, un peu comme chez les orques ou chez des animaux qu'on n'imaginait pas pouvoir communiquer. Bon, je vous propose qu'on écoute en tout cas le mâle. Voilà. En conclusion, Bernard, je voudrais quand même que vous nous donniez les 2-3, enfin il y en a 2-3, que dis-je, inventions incroyables des tortues. On n'arrête pas. GPS, antigel, climatisation. Oui. Pour faire très bref, elles ont inventé la climatisation, puisque dans les pays chauds, les tortues, pour fuir les 50 degrés de la journée, elles creusent des terriers. Elles ont inventé le GPS bien avant nous, parce qu'elles ont dans leurs cellules des petites particules de magnétite. C'est comme une aiguille aimantée, et donc elles retrouvent, les tortues de mer, elles retrouvent l'endroit où elles sont nées pour venir pondre au même endroit. Hein. Et puis, évidemment, elles ont une capacité à supporter même les grands froids, parce qu'elles peuvent, disons, dans leurs cellules, au lieu d'avoir des gros cristaux qui vont briser leurs cellules, elles ont une sorte d'antigel naturel qui leur évite de mourir à 0 degré. Et elles redémarrent au printemps, comme vous et moi. Bon, pour moi, ce sont les animaux les plus fantastiques, évidemment, les plus intéressants. Hein, comme tous les passionnés, on est tous pareils. Merci de votre passion. Au revoir, Bernard. Merci.